maître de conférence en sociologie au sein d'Aix-Marseille Université. Mon équipe est basée à la faculté Saint-Charles à Marseille. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Isabelle de m'avoir conviée à ce séminaire, qui est toujours une aventure disciplinaire d'aller voir comment fonctionnent d'autres disciplines. Donc j'espère que mon propos ne sera pas totalement déconnecté de vos questionnements et préoccupations. Donc quand on a réfléchi avec Isabelle à ce que je pouvais apporter cette journée, donc j'ai proposé de rendre compte de recherches que je mène depuis 4-5 ans sur la place des artistes autour de l'engouement aujourd'hui de la nature dans la ville. Et j'appuie mes recherches sur une seule ville qui est Marseille. Et au niveau de la réflexion théorique, on s'est posé la question, est-ce qu'au fond, quel est le rôle de l'artiste autour de cette question environnementaliste? Est-ce qu'il est militant ou pas? Et donc, moi, mon analyse conduit à parler de manière un peu ambiguë d'un militantisme qui ne dit pas son nom. Donc, je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Alors, je parle d'où je parle. Moi, je suis sociologue, mais je fais partie d'une équipe de recherche pluridisciplinaire qui s'appelle le LPED, qui veut dire Laboratoire Population Environnement Développement, qui est une unité mixte de recherche d'Aix-Marseille Université. Et sa spécificité, c'est que nous sommes des chercheurs de disciplines différentes. Donc, moi, je travaille avec des écologues qui sont des écologues du monde animal ou végétal, et également avec des géographes et des urbanistes. Alors on a commencé à travailler sur ces questions il y a 5-6 ans à travers 2 programmes de recherche. Une ANR qui s'appelait Trame verte urbaine, qui était co-dirigée par Philippe Clergeau et Nathalie Blanc. Donc Nathalie Blanc qui est une collègue géographe qui a beaucoup travaillé sur la question de l'art et de l'esthétique dans la ville. Et on a eu aussi un programme de recherche ville-environnement. Alors, il faut savoir que moi, je suis à la base une sociologue des interactions nature-société. Je ne suis pas une sociologue de la culture. Vous savez qu'en sociologie, on est très segmenté, voire un peu trop. Donc, il y a la sociologie de l'art, de la culture, la sociologie de la ville. Et moi, j'arrive sur ce terrain avec tout à fait une autre entrée, puisque je m'intéresse à la manière dont les sociétés interagissent avec les éléments naturels. Et donc, en fait, quand j'arrive dans mon laboratoire de recherche, les écologues viennent me voir et me disent, voilà, on a envie de travailler sur une thématique qui est nouvelle pour les écologues, qui est l'écologie urbaine, qui est la ville restée longtemps pour les écologues no man's land. Et depuis 15 ans, il y a un renouveau autour de cette question. On avait un formidable observatoire qui était la ville de Marseille sous nos yeux, et donc on s'est lancé dans cette aventure. Et effectivement, mon rôle en tant que sociologue, c'est d'aller voir est-ce que les habitants, les acteurs, qui fait quoi autour de la nature en ville. Et de manière tout à fait inattendue, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'artistes qui investissaient la nature à Marseille. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a un objet intéressant et on va le regarder. Alors, ce qui est important, c'est quelle est ma démarche en tant que sociologue pour travailler sur le rapport entre les artistes et la nature dans la ville. Donc, je me situe, en termes sociologiques, théoriques, à l'interface, à la fois, je vous l'ai dit, la sociologie de l'art, de la ville et de l'environnement. Alors, l'état de l'art m'a amené en fait à me questionner sur 2 projets artistiques. Donc, le premier, c'est un projet porté par des plasticiens qui font à la fois des balades et aussi qui ont créé un jardin partagé. Alors, comment je m'empare, moi, de ce projet? Donc, je vais mener des entretiens, on appelle semi-directifs, plutôt libres, à la fois auprès des artistes qui portent ce projet. J'ai aussi interrogé les participants, puisque ce sont des projets qui font appel aux habitants. Et aussi, je suis allée interroger les acteurs institutionnels qui financent et permettent à ce projet d'exister. J'ai aussi fait de l'observation participante, c'est-à-dire que j'ai
partager les activités proposées par les artistes. Et je m'inscris, la chance que j'ai pu avoir, c'est que je fais ce travail depuis 2010, c'est-à-dire que je suis en fait depuis 4 ans ce qui se passe autour d'un jardin dans les quartiers nord de la ville. Alors, la première approche à laquelle je peux m'en rattacher en tant que sociologue, c'est l'approche dite de l'école de Chicago, interactionniste. Donc vous avez l'ouvrage d'Howard Becker, un sociologue américain, Les mondes de l'art, qui postule qu'en fait un projet artistique ne peut se comprendre que quand on analyse quelle interaction il permet de créer entre les individus, et on va développer une approche en termes de réseau, regarder qu'est-ce que le projet et ou la nature crée comme réseau. Cette approche-là, elle est basée sur l'observation. Donc ici, vous voyez, donc, il y a une activité de tressage, il y a une balade, donc on observe les gestes, les attitudes, les postures par rapport à la nature. Et je m'inscris aussi dans tout un courant qui est porté notamment par Bernadette Lisée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui est de l'ethnobotanique urbaine, hein, qui est de regarder le rapport des végétaux dans la ville par rapport aux habitants. Alors, à ces observations, j'ai aussi réalisé des entretiens auprès des participants. Il faut savoir, je vais vous expliquer, mais le noyau dur des participants de ce jardin, c'était des femmes dans un centre social qui ont tout un parcours migratoire. Donc, j'ai fait des entretiens auprès de ces femmes. Et puis aussi, les artistes se sont aussi élargis du jardin, ont proposé des workshops. Et donc, j'ai aussi discuté de manière informelle avec plus de personnes, parce qu'à ce moment-là, il y avait plus de personnes impliquées. On peut avoir une autre approche sociologique autour de l'art et de la nature, toujours. C'est une approche plus critique qu'a porté le sociologue Pierre Bourdieu et le concept de champ. Donc là, c'est regarder la production artistique d'une manière plus déterministe, c'est-à-dire qu'on va penser le projet comme un champ qui est un espace social structuré lié à des positions de groupes sociaux qui sont dans des stratégies et des luttes sociales. Donc là, on n'est pas du tout dans l'idée que c'est quelque chose qui est reconstruit par les individus, mais plutôt qu'il y a des structures qui s'imposent aux individus, alors qu'ils choisissent plus ou moins consciemment, mais qu'il y ait aussi des jeux autour de la production artistique. Et cette théorie, elle est plutôt utilisée autour des acteurs institutionnels qui ont porté les projets sur lesquels j'ai travaillé. Et donc, je suis allée rencontrer des personnes dans un centre social, un théâtre, je vous expliquerai. J'ai travaillé sur des quartiers qui sont en principe de rénovation urbaine, des quartiers populaires. Et puis, grande chance pour le sociologue, 2013, Marseille, capitale européenne de la culture. Et donc, ça me donnait encore un lieu d'observation de comment la nature allait-elle ou pas être investie par les artistes au moment de cette manifestation. Dans ce projet de Marseille, capitale européenne de la culture, j'ai travaillé sur un autre objet qui a été la conception d'un parcours de GR, donc de randonnée, qui s'est appelé 2013, GR 2013, et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, propose une boucle. Donc ici vous avez Marseille, Aix, et puis ici l'étang de Berre. Et donc ce sont des artistes qui ont en point commun de proposer des balades, et ils ont proposé un GR métropolitain, semi-urbain, j'y reviendrai. Donc là aussi je me suis intéressée, je suis allée rencontrer les concepteurs du projet, certains artistes qui étaient impliqués dans ce GR, et puis aussi le fait qu'au final le sociologue travaille par réseau. J'ai aussi fait des entretiens avec des artistes que j'ai pu croiser qui n'étaient pas forcément dans tous ces projets 2013. Enfin, dernière approche qui peut nous inspirer en tant que sociologue, moi je fais partie d'un champ de la sociologie qui s'appelle la sociologie de l'environnement et qui existe, si vous voulez, depuis les années 1980, où ce sont des sociologues qui dialoguent avec les sciences de la vie pour expliquer parce que la sociologie, c'est dire je vais observer quelque chose dans la société, je l'explique par autre chose dans la société. Donc j'explique une forme sociale par une autre forme sociale, par exemple l'échec scolaire, par la position de l'enfant
dans sa famille, et selon le capital culturel, la famille, les sociologues de l'environnement ont renversé un peu ce dogme disciplinaire en disant on peut comprendre comment les sociétés fonctionnent par rapport aussi à la matérialité de leur société et leur naturalité. Et donc, on travaille à l'interaction entre nature et société. Et donc, je vous ai mis des auteurs pionniers en sociologie de l'environnement en France, Marcel Jolivet, Nicole Mathieu, Bernard Picon, etc. Alors, grâce à ces trois postures, je vais vous proposer deux parties d'analyse. La première que j'ai appelée le vide et le possible, c'est-à-dire je vais vous montrer comment, selon moi, s'il y a des artistes qui s'installent à Marseille, c'est parce qu'il y a une forme de vide dans la ville et que les artistes ont pu investir, mais aussi un aspect de possibilité qui leur est offerte à la fois dans l'état de la nature dans la ville, mais aussi par rapport à la structuration des acteurs qui sont susceptibles de les accueillir sur leur territoire. Et la deuxième partie de mes résultats, je l'ai appelé le mouvement et l'arrêt, c'est-à-dire que je montre comment Marseille, aujourd'hui, cette ville qui est en transformation, je vous expliquerai, est capable de porter des projets artistiques, mais aussi est capable de les arrêter. Et on va voir aussi le poids du déterminisme politique dans la conduite des projets artistiques autour de la nature. Alors, pour commencer, le vide et le possible, c'est une carte. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les géographes, donc on finit par se prêter nos marottes. Donc, ici, vous savez, une carte, elle n'est toujours qu'une représentation de la réalité. Donc, c'est pour vous montrer, vous expliquer quand même la configuration géographique et naturelle de Marseille. C'est un des aspects de ma démarche de sociologue interdisciplinaire. Donc, ça, c'est une carte qui a été faite par la communauté urbaine de Marseille pour montrer, vous savez, c'est ce qu'on appelle les corridors écologiques. Bon, c'est les trames vertes et bleues, c'est le Grenelle de l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'ils représentent? Ce qui est intéressant, c'est à Marseille, donc on a l'omniprésence forcément de la mer, du littoral, des îles, ici le Frioul entre autres, et ce qui va être mis en exergue dans cette carte, ce sont les massifs collinaires qui entourent Marseille. Donc Marseille, c'est une ville très étendue, c'est 24 000 hectares, donc 13 000 hectares de massifs collinaires qui l'entourent, avec des massifs de Garlaban mythique, l'Étoile, et puis aujourd'hui le parc national, il y a un parc national qui est censé protéger le massif des Calanques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que Marseille, le centre urbain de Marseille est gris. Donc, dans la représentation, il n'y a pas de nature dans cette ville, sauf les cours d'eau. Il y a 3 cours d'eau à Marseille, les Égalades, le Jarret et l'Uvonne. Et nous, notre démarche en tant qu'équipe interdisciplinaire, ça a été de dire, mais que se passe-t-il dans Marseille même? Est-ce qu'effectivement Marseille est aussi gris? Alors, évidemment non, donc je vous mets quelques prises depuis mes terrains. Donc là, on est vraiment à l'extrême, on est au début du parc des Calanques, on est dans l'extrême sud-est de Marseille, et donc c'est la vue que l'on a à la fois sur la mer et de l'autre côté, à nouveau sur des massifs collinaires. Ici, c'est assez étonnant, c'est alors dans un quartier populaire à Marseille, près de la prison des Baumettes, un quartier qui s'appelle la Caillole, et vous avez, c'est même pas, alors c'est une espèce de rue qui finit sur un portail, et de l'autre côté, c'est pas très loin le parc des Calanques. Donc en fait, il y a un accès direct dans cette ville à des espaces, alors plus ou moins direct là, avec le portail, à des espaces naturels emblématiques. Ici, une autre photo, donc en ville, il y a au niveau urbain, il y a une protection qui s'appelle les espaces boisés classés. Donc ici, on voit un espace boisé classé en cours de destruction. Avec des pins, donc on est dans les quartiers sud de Marseille où il y a beaucoup d'espaces boisés liés à des grandes propriétés qui sont là depuis longtemps dans les quartiers sud. Alors ici on remonte, on va être dans les quartiers nord, je vais vous en parler, et là on a une vue en fait de milieu arboré où on voit au loin le massif de l'Étoile avec du mitage urbain, j'y reviendrai.
Ici, aussi dans les quartiers nord, une autre photo emblématique, puisque je vais vous montrer comment les espaces naturels qui restent encore présents à Marseille sont liés à ce qu'on a appelé la banlieue agricole de Marseille, et dont on a encore des traces très prégnantes. Donc ici, vous voyez un ancien champ agricole à l'abandon, et derrière, qu'est-ce qu'on construit sur ces anciens champs agricoles? Donc soit de l'individuel, soit du petit résidentiel qui vient répondre à une demande forte en ce moment à Marseille. Alors un autre paysage emblématique de Marseille, c'est le canal de Marseille. Donc c'est un aménagement du 19e siècle qui a mené l'eau de la Durance dans la ville et qui a généré tout un système de réseau hydrographique pour irriguer des espaces agricoles et qui sont encore le support d'espaces verts dans la ville. Donc là, on a une autre forme de nature encore dépeinte. Vous avez une tour, et ici, vous êtes dans un domaine bastidaire. Alors, les domaines bastidaires, c'était les riches négociants du port au XIXe siècle. On investissait à la campagne à Marseille. Et donc, ils achetaient des propriétés qu'ils valorisaient, souvent sous forme agricole. Il y avait un jardin aussi, plus à la française, bon, etc. Et ces espaces ont été souvent délégués à la mairie sous forme de parcs, d'espaces publics, et constituent des poumons verts dans la ville. Et enfin, dernier espace privilégié de Marseille, la friche. Donc Gilles Clément, dans son manifeste du tiers paysage, a souvent pris Marseille comme exemple d'une ville qui compte un certain nombre de friches et de délaissés. Alors nous, on s'est posé la question de mais quel est ce vert à Marseille? Est-ce que finalement, vous voyez là, notre carte elle est un peu trompeuse, entre nous on appelle ça Marseille tropicale, mais il y a aussi l'effet du vidéo. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec un géomaticien qui a, grâce à un outil qui est la simulation d'informations géographiques, on a enlevé le bâti sur la carte que vous voyez, qui est sur ma gauche, et on a fait apparaître le vert, quel qu'il soit. Ça peut être de l'alignement d'arbres, du cimetière, du parc public, du jardin privé, etc. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait Marseille était bien plus vert que ce que donnaient à voir certains acteurs institutionnels, et que ce vert il a un gradient, c'est-à-dire que quand on est dans le centre urbain dense, que vous connaissez ici, vous avez, pour vous situer, vous avez le Vieux-Port, donc tous les arrondissements centraux, c'est là où c'est le plus bâti, on a moins d'espace vert. Et on a ici une couronne périphérique, je vais y revenir, et puis les massifs collinaires. Et en fait, notre grande découverte, entre guillemets, ou ce qu'on a mis en évidence, c'est ces espaces périphériques qui sont encore, qui offrent encore des espaces végétalisés dans la ville, liés à cette ancienne banlieue agricole. Alors voilà ce que vont dire les artistes que j'ai rencontrés par rapport à tout ce vide. Voilà ce qu'ils disent. Peut-être c'est pour ça qu'à Marseille il y a plus d'artistes, c'est qu'on sent qu'il y a de la place. Ce n'est déjà pas pris par d'autres. On peut facilement inventer du discours, de l'histoire, parce que le tout-terrain n'a qu'à demander, et ça n'a pas été, ce n'est pas encore écrit et reconnu par tous, ce n'est pas encore la vérité. Notre témoignage, en fait, Marseille, c'est un endroit où justement il y a cette espèce d'ambiguïté, où ce n'est pas très géré. Il n'y a pas une politique qui est réfléchie, donc du coup, finalement, ça fait des espaces sauvages. Alors évidemment, sauvage, je me dis dans la ville, d'accord. Alors ce que je veux dire par sauvage, je veux dire public dans le sens où ce n'est pas empêchant, c'est-à-dire public dans le sens où tu n'as pas le droit d'y toucher, c'est public donc tu as le droit d'y toucher. Alors, cette vision en fait que nous on a cartographiée d'une nature à disposition des artistes, elle est vécue comme telle, comme des espaces où l'on peut faire des choses dans cette ville. Alors, une autre interprétation, c'est que là on a corrélé l'espace foncier et le vert, et vous voyez qu'à Marseille il y a très peu d'espaces publics verts par rapport à la myriade de petites propriétés privées. Et en fait, très certainement, si les artistes aussi peuvent investir ces lieux, c'est qu'il y a du public, pas forcément
forcément bien gérée. Hein. Marseille n'est pas reconnue pour une gestion remarquable et remarquée de son espace public. Et aussi parce que l'histoire a fait qu'il y a un morcellement du territoire de petites propriétés privées dont certains espaces finissent par ne pas être vraiment gérés. On rejoint la question de l'espace public et de l'espace privé et de sa gestion. Et donc les artistes trouvent finalement dans cette gestion un peu, on dirait entre guillemets à la marseillaise, un espace de liberté. Deuxième argument selon moi qui explique que les artistes peuvent investir la nature dans la ville, c'est qu'il y a un possible institutionnel. Alors ça, j'ai mis un peu de temps à le justifier. Enfin, j'avais une espèce d'intuition, c'est que chaque fois que j'interrogeais des artistes, ils travaillaient tous, ils ont tous été à un moment donné financés et accueillis sur des territoires par soit un centre social, un centre socioculturel, un équipement culturel, un théâtre, un cinéma, etc. Et bien sûr aussi les mairies de secteur. Et en fait, j'ai repris le terme de maillage territorial qui est lié à un rapport que j'ai trouvé de Michel Peraldi, qui est un des sociologues qui a écrit les choses les plus intéressantes sur Marseille. Et donc, en fait, il faut savoir qu'au moment où Gaston Defferre est à la mairie après la guerre, c'est une ville qui accueille beaucoup d'immigrés, c'est une ville très pauvre. Et donc, dans les quartiers populaires naissants, il donne libre choix, il met de l'argent, il fait venir des personnes pour créer des centres socioculturels dans la ville. Et en fait, aujourd'hui, alors l'étude que je cite de Duport et Peraldi, c'est 98, disent qu'à Marseille, c'est là où il y a le plus de centres socioculturels dans la ville. La petite histoire, c'est que moi, un animateur m'a dit, pour être animateur, il faut coller pour le PS lors des élections municipales. Donc il y a aussi tout un rapport politique classique dans ces territoires. Par exemple, Léo Lagrange a commencé à se développer sur Marseille. Marseille a aussi inventé les CUQ, qui sont les comités d'intérêt de quartier, qui sont les habitants qui se mobilisent et viennent interfèrent avec les élus locaux dans la vie politique publique. Et donc en fait, selon moi, aussi, si les artistes... pour Marseille, ça a été la même chose pour moi, c'est-à-dire comment je vais sur ce territoire, comment j'y arrive, avec qui je vais pouvoir travailler. En fait, les centres sociaux sont des portes d'entrée sur ces territoires, et notamment sur les territoires populaires. Alors c'est ce que montrent les deux cartes suivantes. Donc sur la carte, pourquoi ce maillage socio-territorial? C'est qu'en fait, à Marseille, vous le savez, c'est une ville profondément, comme toutes les villes, inégalitaire. Alors ici, sur la droite, on a représenté la répartition de la population par revenu fiscal. Et de l'autre côté, la carte verte, c'est la densité de végétation dans la ville. Et on va retrouver les artistes, en fait, dans des lieux où il y a à la fois ces centres socioculturels qui leur servent d'appui pour entrer dans le territoire et où il y a aussi des espaces végétalisés pour s'exprimer. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, alors, ces cartes-là, on les a en fait, je les ai réalisées avec une écologue et on a participé à un colloque sur les inégalités écologiques. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est beaucoup employé aujourd'hui. C'est l'idée de dire que les gens qui sont non seulement démunis socialement, économiquement, subissent une double peine, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des endroits où il n'y a pas d'espace vert, où les lieux sont pollués, à côté d'une autoroute, etc. Donc nous, on a essayé de tester ça sur Marseille. Alors ça marche et ça marche pas. Donc là où ça corrèle bien, c'est ici, dans les quartiers sud, si vous connaissez, vous êtes à la Pointe-Rouge, etc. Donc c'est là où on a les plus hauts revenus de Marseille et où vous avez aussi une grosse tache verte, donc où ce sont des maisons avec jardin, il y a des espaces verts publics, etc. On a une autre corrélation forte ici, donc plutôt le long de l'Uvonne et dans les quartiers les plus à l'est de Marseille, où vous avez une population aisée et un accès à des espaces verts importants. Ensuite, on a une troisième corrélation qui est la pointe du 13e arrondissement de Marseille, qui est aussi très vert avec une population aisée.
Alors juste là, pour ces 2 points, c'est que vous voyez bien qu'on a encore la fracture nord-sud de Marseille, hein, qui est historiquement constituée. Par contre, ce qu'a montré notre travail, c'est qu'il y a une nouvelle égalité qui se greffe, qui est centre-périphérie. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que la périphérie tente à s'enrichir au détriment du centre urbain. Et enfin, dernier point qui va nous intéresser, c'est, alors bon, le rond jaune il est un peu restrictif, mais c'est qu'on se rend compte qu'il y a des quartiers populaires où il y a encore des espaces végétalisés de manière importante. Et c'est donc là où les artistes, où selon moi, il y a cette articulation possible pour la production de projets artistiques. Alors, donc ça c'était un peu sur les conditions à la fois naturelles et sociopolitiques de l'inscription des artistes dans la ville. Alors on a fait une typologie de ces artistes. Alors mon collègue Jean-Noël Consales proposait 2 catégories. Celle des arpenteurs cartographes, donc ce sont des artistes qui vont choisir comme mode de prédilection la balade. Ils vont devenir spécialistes d'un quartier, de rue, et donc vont donner à voir ce qui se passe dans ce quartier et vont l'exprimer sur différents types de supports, et notamment celui de la carte, mais qui est une carte qui n'a rien à voir avec celle que nous produisons, sont faites à partir de dessins, de récits, j'y reviendrai. Et une autre catégorie qui serait celle des jardiniers paysagistes, qui sont des artistes qui vont investir un lieu et l'aménager et faire un travail avec les populations d'habitants. Alors ça a fait écho à 3 catégories qu'ont réalisé Nathalie Blanc et Julie Ramos dans leur ouvrage Écoplastie, qui ont fait alors bien une trentaine d'entretiens auprès d'artistes écologistes et qui ont fait 3 catégories d'artistes, donc ceux qui travaillent entre le paysage et l'aménagement, ou plutôt c'est la science qui va être un vecteur de pratiques artistiques autour de la nature, et enfin ceux qui sont plutôt dans la communication, les interactions et les concertations. Donc on retrouve en fait dans les artistes que l'on a rencontrés ces catégories. Alors dans ce possible pour les artistes à Marseille, donc je vais vous présenter un des projets sur lesquels je travaille. Donc en fait c'est un collectif de plasticiens qui s'appelle SAFI, du sens de l'audace, de la fantaisie et de l'imagination, et qui travaille dans un quartier populaire de Marseille. Donc c'est la petite tache noire ici. Il travaille dans un centre social qui est, si vous voulez, dans un parc locatif qui est une des plus grandes concentrations de logements sociaux en Europe, et qui a accueilli à partir des années après-guerre plusieurs générations d'immigrés sur ce territoire. Alors comment se fait-il que dans cette concentration d'immeubles, ils arrivent à... Et qu'est-ce qu'ils proposent comme rapport à la nature? Donc l'histoire, c'est qu'en fait, il y a une histoire au départ. Ces artistes sont d'origine parisienne et ils arrivent à Marseille, ils sont conviés dans un festival qui s'est appelé le Festival de l'Art des Lieux. Donc en fait, il y avait une friche que vous voyez en photo qui dans ce même quartier, dans le 13-14, la Mirabilis. Et il y avait un gros conflit entre justement le CIQ, les acteurs, la mairie, autour d'un projet d'urbanisation. Et c'est une association qui fait de la participation qui a eu l'idée sur cette friche d'inviter des artistes pour renouveler le regard et arriver à sortir un peu du conflit qui existait à ce moment-là. Et donc il y a plein d'artistes qui ont investi cette friche. Alors c'est quand même intéressant de faire le parallèle entre la friche végétale et la friche industrielle, parce qu'à Marseille, il y a eu la friche de la Belle de Mai, etc. Donc une culture de l'investissement de la friche par les artistes. Et là, on a le même parallèle autour de la friche végétale. Et donc ces artistes ont un coup de foudre pour le lieu et sont repérés par un théâtre. Donc le théâtre du Merlan, qui est une scène nationale qui a été, vous savez, c'était la politique des années 70 d'amener la culture dans les quartiers populaires. Et donc ce théâtre est en période de travaux, repère ces artistes et leur demande, je ne sais pas si la photo est très claire,
de faire une scénographie pour la réouverture du théâtre. Et donc eux vont tresser des végétaux, vont faire un système d'arches que vous voyez, pour que les personnes qui rentrent au théâtre suivent un cheminement. Et en fait, quand ils font ce travail, ils se rendent compte que c'est plutôt ils interpellent des habitants, notamment des hommes qui viennent d'Algérie, de Tunisie, et qui racontent qu'eux ont greffé aussi, ont tressé les végétaux. Ils se disent, il y a un lien entre le végétal, pourtant dans ces quartiers hyper urbanisés, et la mémoire des gens. Et donc, ils se lancent dans un travail artistique qui va être essentiellement la production éphémère à partir de matériaux et de végétaux trouvés sur place, dans ces friches, dans ces espaces intermédiaires, laissés à l'abandon dans ces quartiers d'habitat social. Alors le centre, ils commencent à travailler avec le théâtre et puis ils vont avoir l'appui d'un centre social où, dans ce centre social, il y a des groupes de femmes. Vous savez, dans les centres socioculturels, vous avez des centres aérés pour les enfants, et puis il y a des groupes pour les femmes. Elles ont tout un parcours migratoire. Elles sont soit migrées première génération ou enfants d'immigrés, et elles viennent. Alors, c'est très ambigu. Elles ont un statut à la fois de participantes aux actions, mais aussi elles peuvent être embauchées par le centre social. Donc, selon les périodes à laquelle je m'y rends, alors soit une était cuisinière, après elle ne l'est plus, après il y en a une qui est secrétaire, etc. Et elles vont constituer un noyau dur d'environ 10 femmes, pas tout à fait, à commencer un travail avec les artistes. Alors qu'est-ce que veulent les gens dans ces quartiers? Ils veulent des jardins. Il y a une demande exponentielle de jardins partagés dans n'importe quelle ville. Et les artistes, eux, vont déconstruire le jardin. Ils vont leur dire, nous, on veut bien faire un jardin, mais d'abord, il faut qu'on l'escrive dans le territoire. On ne veut pas l'enclaver quelque part, il faut qu'il y ait un lien avec le territoire. Et donc, ils vont mettre en place ce qu'ils ont appelé par ici les échappées, qui sont une série de balades. Ils partent avec ces femmes. Et qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils apprennent à connaître et reconnaître les espèces. Donc il y a tout un travail aussi scientifique, naturaliste de la part de ces artistes qui partagent avec ces femmes. Donc à la fois ils vont ramasser des graines, ils vont faire une activité graines de patrimoine, mais aussi des espèces végétales. Alors je vous ai mis moi ce que j'ai ramassé quand j'ai fait mes balades. On va trouver du fenouil, on va trouver plein de salades sauvages, mais aussi des restes de terres agricoles, puis des amandiers, l'asperge sauvage, etc. Donc ces femmes apprennent à reconnaître les espèces. Qu'est-ce qu'ils font? Nous, on a parlé de réenchantement du territoire, c'est-à-dire qu'ils vont donner à voir d'une autre manière ce territoire. Ils ont fait, ici vous voyez un grainetier, à la base c'est des créateurs d'objets. De côté, ils exposent les graines, et de l'autre côté, ils vont faire un gros travail sur la cuisine. Donc ce sont des femmes méditerranéennes, donc ils vont valoriser leur savoir-faire culinaire, donc ils vont transformer leurs produits dans des tas de choses, pesto, du sirop, etc. Et tout le discours des artistes est basé sur la notion du sensible, c'est-à-dire ils ne voulaient pas que directement être dans un endroit clos, mais toujours revient cette idée du sauvage, de l'espace sauvage que l'on confronte à l'espace travaillé. Ils vont produire, alors eux, de manière plus solitaire, sans forcément les participantes, des cartes donc, où ils représentent le territoire. Ils proposent des balades dans ces quartiers avec des points particuliers qui ne sont pas tant des éléments naturels exceptionnels, mais plutôt des points historiques dans l'histoire de ce quartier. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que les artistes vont donner à voir un autre territoire. Alors je vous cite cette citation que j'aime beaucoup d'une des femmes qui me dit, alors quand donc c'est Stéphane est arrivé, il nous a parlé d'une prairie. Alors on l'a regardé, on a dit, mais tu as vu une prairie dans le quartier? Ah, tu veux dire le terrain, tu vois, pour nous, ça reste toujours le terrain du P, un bâtiment qui était rasé. Et bien pour nous, c'est un terrain à l'abandon, et lui, il a vu une prairie. Donc en fait, ils vont inverser le regard et donner à voir un territoire particulier
découvrir le quartier, découvrir où on habite, les belles choses qu'il y a, qui nous entourent et qu'on ne voit pas. Et ici, je vous ai mis une photo, ça c'est un domaine bastidaire qui s'appelle la ferme de la Tour des Pins. Les chèvres, hein, c'est moi qui les ai photographiées, donc jusqu'il y a 2 ans, on pouvait acheter dans les quartiers nord du fromage de chèvre. Et ça, depuis, ça a fermé, c'est resté une ferme pédagogique. Et les artistes ont beaucoup investi ce lieu dans la fête du patrimoine, par exemple. L'histoire du quartier, enfin, la manière dont les artistes appréhendent la nature, c'est la transversalité. Dans les témoignages que j'aurai, en fait, on découvre que dans ces quartiers, il y avait des jardins ouvriers, un peu plus vite, de la SNCF qui ont été investis par des primo-arrivants algériens dans les années 60. Et donc c'était un des plus gros bidonvilles de Marseille. Et ici on a une photo d'une expulsion. Voilà. Donc il y a aussi une histoire de l'immigration inscrite dans le territoire. Alors le jardin d'Adam, rapidement, donc, il est fait de manière totalement illicite, sans autorisation, sur un ancien gymnase à côté du centre social qui avait brûlé lors d'une émeute. Donc alors, vous voyez, c'est des parcelles faites à même le béton. On retrouve du mobilier artistique fait par les artistes et il devient l'objet de lieux de tressage, d'activités, des films animés, on accueille des écoles, etc. Et c'est aussi le jardin qui permet à des habitants qui ne sont pas des quartiers nord de venir dans ces quartiers pour faire ce type d'activité. Et ce qui me permet d'arriver à la deuxième partie, donc ce que j'ai appelé le mouvement et l'arrêt. Alors, le mouvement et l'arrêt, c'est quoi? Ce tableau, c'est pour vous montrer que Marseille, on a une image de Marseille souvent très populaire, etc. Or, c'est en partie faux, puisque la population à Marseille se moyennise, hein, on a le monde ouvrier qui décline, et au contraire, les classes moyennes et supérieures qui augmentent. Et selon moi, si aussi les artistes trouvent un écho, notamment dans la balade, c'est parce que c'est des nouvelles personnes. Alors, je suis allée vite, mais sur 100 000 habitants qui sont à nouveau à Marseille depuis les années 2000, vous avez seulement 15% d'étrangers, vous avez 85% de personnes, soit qui viennent pour la moitié de Paris, soit la moitié la région. Et donc, selon moi, cette société, cette ville en mouvement fait écho à ce que proposent les artistes à travers la balade, puisque par la balade, on découvre un lieu de vie que l'on ne connaît pas. Et ces artistes marcheurs ont créé le GR 2013, le sentier métropolitain. Alors c'est un peu, ici la seule photo que je vous ai montrée, je vais passer vite sur le GR, c'est qu'ils déconstruisent l'idée nature-culture. Donc en fait leur but, c'est d'amener les gens et vous voyez, vous avez ce type de paysage industriel de l'étang de Berre, et donc ils vous proposent des parcours où l'idée, il n'y aurait pas d'un côté une nature originelle parfaite, mais que tout ça s'imbrique et donne à voir un territoire en changement. Alors l'arrêt de tout ça, donc pour l'instant tout ça est un peu idyllique, tout fonctionne bien, sauf que Marseille, parce qu'elle gagne 100 000 habitants en 10 ans, construit. Alors où la ville construit? Elle construit évidemment dans les fameuses friches qui sont pour nous des hauts lieux de biodiversité. Donc ici vous avez en violet la part de logements neufs à Marseille et en noir les friches qu'il reste d'espaces végétalisés. Et donc on voit qu'on a petit à petit un rétrécissement de ces espaces naturels. Qui plus est, l'essentiel de l'offre immobilière à Marseille, c'est de la résidence fermée. Donc c'est notre collègue à moi, Elisabeth Dorier, qui travaille sur ça. Et donc les artistes marcheurs parlent du fait qu'il y a plein de chemins qu'ils prenaient qui ne sont plus accessibles. Et enfin, dernier coup d'arrêt, qui importe selon moi pour comprendre le rôle des artistes dans la ville, c'est qu'à partir du jardin que je vous ai montré, Marseille 2013 a investi dans des quartiers populaires à travers une action qui s'appelait les quartiers créatifs. Ils mettaient de l'argent, l'idée c'était autour du jardin d'Adam, d'essaimer ce type de jardin dans ce quartier populaire et de créer une dynamique 2013. Alors ça a généré un très gros conflit qui a arrêté le projet. Donc le projet 2013 n'est pas allé dans ce quartier.
Alors je vais vite, pourquoi? Mais c'est que cette fameuse animation socioculturelle locale n'a pas toléré que Marseille 2013 finance 400 000 € alors que vivent avec très peu à l'année, n'ont pas compris ce type de financement, n'ont pas compris que c'était des artistes extérieurs qui venaient faire leurs projets sur leur territoire, sur un terrain qui en plus était en voie à terme de construction dans les grands projets. Et puis, bon, il y a eu un jeu complexe, politique, je vais vite, entre les acteurs locaux, l'animation, et les acteurs institutionnels. Donc ici, c'était un mur où là, les artistes de 2013 avaient commencé à travailler, c'était Jardin Possible, et quelques temps après, les centres sociaux sont venus taguer aussi le même mur pour dire qu'eux aussi existent sur le territoire. Alors pour terminer, qu'est-ce que c'est ce militantisme qui ne dit pas son nom? Donc moi, de mon observation de ce que je vous ai montré, c'est que je pense que les artistes que j'ai observés ne sont pas dans le militantisme coup de poing Greenpeace, mais sont dans une posture, je dirais, ordinaire, très localisée, voire individualisée. À mon avis, ce qu'ils apportent de plus passionnant, c'est la révélation d'une nature urbaine transversale. En tant que scientifique, alors on est soit écologue du végétal, on est sociologue, on est géographe, eutre, apporte une approche transversale qui permet de réenchanter et de voir autrement son territoire de vie. Et autre point très important, c'est qu'ils mettent la pratique et le geste avant le discours. Moi je pense que là où l'écologie se trompe, c'est que dans l'éducation à l'environnement, on est dans une position de sachant, c'est-à-dire que les gens arrivent en disant quand les gens comprendront que la planète se détériore, ils changeront leurs pratiques. Alors moi je pense que ça c'est faux, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir d'abord aux usages, et comment l'usage a un impact et comment en faire pour travailler pour que l'impact et l'usage soient durables. Et c'est ce que proposent les artistes. Donc selon moi, le rapport à la nature des artistes, ce qu'ils proposent, il est politique, mais il est politique dans le sens où il interroge la place de l'individu dans la cité. Au fond, c'est pas tant le jardin qui est important, mais c'est quelle est la place de ces femmes dans cet espace qu'offre le jardin. Et bien évidemment, on ne peut faire l'impasse du rôle accordé ou que s'accorde l'artiste dans le champ institutionnel. Et on voit bien que dans le cas de Marseille, le projet artistique que j'ai suivi a été finalement rattrapé par des logiques militantes instituées, dans le cas desquelles la nature finalement compte peu. Un des arguments contre le projet était de dire mais votre projet est éphémère et du coup la nature n'avait pas un poids politique suffisant pour appuyer le projet. Et du coup là, peut-être, c'est là où l'artiste est militant, c'est en parlant, en montrant que la nature, ça peut avoir un sens dans le fait d'habiter son territoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ben, ils ne sont pas là. Alors, il y avait un homme qui a participé à des balades qui était, comme c'est un centre, vous savez, d'éducation populaire, les gens sont à la fois là comme participants et parfois ils ont du travail. Et donc, c'était un homme à tout faire et qui a participé quelque temps au jardin. Mais d'une manière générale, ben, les hommes travaillent. Parce que c'est la journée qu'elles viennent au centre social. Et donc, et ça c'est un découpage vraiment on ne peut comprendre ce projet que parce qu'il s'inscrit dans le centre social et son propre fonctionnement. Et donc c'est une forme de ligne? Oui, bien sûr. Alors après, quand ils font des activités le week-end, même là, les hommes ne viennent pas forcément. On vient avec des enfants, mais pas forcément avec son époux. Et oui, j'ai une deuxième question aussi. Je pense le mélange de la nature et de l'urbanisme. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a des tentatives à Marseille d'immeubles végétalisés, de jardins suspendus? Alors ça, je crois pas qu'il y en ait.
Après, la mairie fait un travail au niveau des espaces verts pour mettre en place une gestion différenciée dans les espaces publics verts, c'est-à-dire moins d'intrants, moins de pesticides, moins utiliser d'eau, puisqu'on est en contexte méditerranéen, d'avoir une végétation adaptée. Donc, par ailleurs, j'avais fait une enquête sur 800 personnes habitant à Marseille qui ont tous un avis très négatif sur la... C'est-à-dire Marseille est tellement bien dotée en espaces verts extérieurs que la mairie a tendance à se reposer sur, en disant ben, vous avez la mer et les collines, bon, ce qu'il y a dans la ville, finalement, et on fait l'effort sur l'extérieur et pas beaucoup sur l'intérieur. Et de fait, alors c'est un autre terrain, on travaille sur les rues végétalisées, c'est-à-dire qu'il y a des habitants et des artistes qui revégétalisent les rues, c'est-à-dire qu'ils sortent des plantes dans la rue et ça fait boule de neige en fait, et il y a plein de rues dans le centre-ville de Marseille maintenant qui est vert. Voilà, en partie.